Chers amis, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée cette fois aux aspects pratiques. Nous sommes au club de Lunel qui va nous permettre de faire quelques points sur un vrai billard cette fois. Et vous le constaterez, tous les billards sont recouverts à cause de ce satané virus qui nous empêche de pratiquer notre sport favori. Bon, il ne s'agit pas ici de faire un cours de billard, mais simplement de vous montrer un certain nombre de choses qui sont intéressantes à pratiquer et à comprendre. Des choses très connues, des choses un peu moins connues, et même éventuellement des choses que, pour ma part en tout cas, je n'ai pas vu encore expliquer quelque part. Eh bien, commençons par quelque chose de très connu, le choc de la bille numéro 2, alors que la bille numéro 1 est à l'état de roulement naturel. Bon, ce choc se produit très souvent parce que la bille se retrouve très rapidement à l'état naturel de roulement. On voit bien sur cette courbe que la déviation sera moins sensible à la quantité de billes lorsque nous aurons une quantité aux alentours de demi-bille. Inversement, pour des points joués en finesse ou des points joués très pleins, eh bien la déviation sera extrêmement sensible à la quantité de billes. Il faut donc privilégier, si on veut limiter l'imprécision de la direction, il faudra choisir des quantités plutôt aux alentours de demi-bille. À ce propos, je rappelle que pour qu'une bille démarre directement son mouvement à l'état de rotation naturelle, eh bien il faut jouer une attaque à 12 mm au-dessus du centre de la bille. Dans ces conditions, l'angle de déviation est environ de 37 degrés. Bon, c'est bien beau un angle de 37 degrés, mais encore. Eh bien, il faut apprendre à mémoriser visuellement cet angle. C'est très important. Les bons joueurs l'ont mémorisé depuis très longtemps. Ils l'ont dans leur cerveau. Mais si ce n'est pas le cas pour vous, eh bien, je vous conseille fortement de travailler sur cet angle. Alors, cet angle, c'est simple, vous pouvez le visualiser très facilement en prenant une feuille de papier A4 et en la pliant dans le sens, enfin le long de la diagonale du papier. Ensuite, il suffit pour travailler cet angle de placer le papier comme indiqué sur la figure. Cela vous donne donc la direction de sortie de la bille, 37 degrés, par rapport à la direction initiale de la bille. Alors, par contre, attention de bien placer le papier, il faut décaler la pointe du papier d'une demi-bille correspondant à l'épaisseur de la bille numéro 1 lorsqu'elle vient choquer la 2. Encore une petite chose, parce que le billard ce n'est pas si simple, cet angle de 37 degrés est l'angle qu'on obtient une fois que la courbe est terminée. Si vous jouez doucement, cette courbe elle se fait très rapidement, donc il n'y a pas lieu de modifier les choses. Par contre, si vous jouez plus fort, eh bien la courbe va décaler la droite de sortie parallèlement. Et donc, si vous voulez être précis, lorsque vous allez jouer un peu plus fort, et même encore plus fort, il faudra décaler d'autant la droite parallèlement à elle-même. Alors, cette attaque de demi-bille ne se limite pas au point direct. On peut l'utiliser, et je vous le conseille d'ailleurs, quand c'est possible, avec des points de 1 bande ou des points de 2 bandes, voire même de 3 bandes. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, ma méthode, en tout cas, consiste à voir dans quelle direction va partir la bille, numéro 1, une fois qu'elle aura choqué la bille de demi-bille, et ensuite d'évaluer, en fonction de la direction prise par la bille numéro 1 après le choc, d'évaluer l'effet latéral qu'il faudra mettre pour arriver sur la 3. Donc en fait, ça revient à décomposer le point de 1 bande ou de 2 bandes, ou de 3 bandes même si vous voulez, en 2 étapes. Une première étape consistant à évaluer la direction que prendra la bille après le choc, et ensuite d'évaluer l'effet qui sera nécessaire
pour arriver sur la 3 et donc faire le point. À ce propos, évitons quand même l'effet contraire, parce que on a souvent des surprises avec l'effet contraire. Alors on peut combiner cette méthode avec la nécessité de rappeler la 2. Dans ce cas-là, puisqu'on peut jouer aux alentours de demi-bille, eh bien choisissons la quantité qui va nous permettre de rappeler la bille numéro 2. Et ensuite, si cette quantité n'est pas trop éloignée du demi-bille, bien entendu, on va pouvoir appliquer la méthode précédente pour faire le point. Alors, une nuance, si par exemple, pour rappeler la 2, vous devez prendre quart de bille, à ce moment-là, la direction prise par la 1 ne sera plus de 37 degrés, mais de 30 degrés. Idem si vous prenez 3 quarts de bille. Donc pour résumer, ce que je vous propose par exemple pour faire un point, disons, aux alentours de demi-bille, tout en rentrant la 2. Donc première chose, évaluer la quantité nécessaire. Deuxième chose, en fonction de cette quantité, en déduire l'angle que va prendre la bille numéro 1, donc entre 30 et 37 degrés. Placez votre queue pour voir la direction. Déplacez cette queue parallèlement si vous devez jouer fort. Et ensuite, évaluer l'effet latéral. Et enfin, dernière chose extrêmement importante, jouez comme vous avez prévu de jouer. Souvent, on se laisse emporter par ses habitudes, ou par sa peur, ou par je ne sais quoi d'autre, et finalement, on joue autre chose que ce qu'on avait calculé. Et finalement, ça sert à rien dans ce cas-là de calculer quoi que ce soit. Concernant le rappel de la bille numéro 2, eh bien, les paramètres essentiels seront la vitesse qu'on va donner à cette bille et sa direction, bien entendu. L'effet latéral peut également jouer un rôle. La direction que va prendre la bille numéro 2 est essentiellement liée à la quantité de billes. On voit sur ce tableau 3 valeurs qu'on peut prendre comme repères, à savoir une direction de 30 degrés par rapport à la direction initiale de la 1 lorsqu'on joue demi-bille, 42 degrés, c'est à peu près 45 degrés si vous préférez, pour un quart de bille, et 15 degrés pour une quantité de 3 quarts de bille. Pour la direction que prend la 2 avec un effet latéral, eh bien je vous renvoie à ce que j'ai expliqué dans la vidéo consacrée au choc entre billes. L'effet latéral modifie légèrement la direction de la 2 et éventuellement lui donne aussi un peu d'effet. Une petite parenthèse concernant l'effet latéral, on a vu que cet effet se conservait de façon générale, mais que par contre, à des vitesses faibles, il se perdait avant que la bille ne s'arrête. Donc si on joue des coups doucement, eh bien on risque d'avoir un problème quand on va devoir faire une bande. La bille risque d'arriver avec trop peu d'effet sur la bande et donc nous faire rater le point. Je le dis par expérience, ça m'est arrivé. C'est d'autant plus énervant quand on a les billes sur la ligne. Alors quelle est la solution? Eh bien on peut par exemple modifier la quantité de billes, mais ce n'est pas toujours possible. Si on doit prendre par exemple très fin, on ne pourra pas prendre plus fin. Sinon, la seule solution c'est de jouer un peu plus fort au détriment du résultat. Intéressons-nous maintenant, si vous le voulez bien, au rétro. Donc ce coup pose un certain nombre de problèmes, même en supposant que le geste est correctement effectué. Prenons par exemple un cas qu'on enseigne dans toutes les écoles de billard, à savoir le rétro à 90 degrés, c'est-à-dire le rétro lorsqu'on prend demi-bille. Prenons comme base de ce coup une distance de la 2 moyenne, on va dire 15-20 cm, et une distance de la 3 pas non plus très grande. Et bien dans ce cas-là, effectivement, on obtient assez facilement le résultat souhaité. Si on éloigne un petit peu les billes, c'est là que les problèmes arrivent.
En effet, si la 2 est un petit peu loin de la 1, eh bien on risque d'arriver sur la 2 avec pas suffisamment d'effet rétro, soit parce qu'on n'aura pas joué assez fort, soit parce qu'on n'aura pas pris assez bas. Bref, on n'aura pas assez d'effet, ce qui fait qu'on va non pas avoir l'angle droit qu'on cherchait, mais un angle un peu plus petit, et donc on va rater le point. Un autre problème avec ces rétros, c'est le cas où on joue trop fort. En effet, on peut être obligé de jouer assez fort pour rappeler la 2, selon la position. Et si on joue trop fort, eh bien on va avoir une courbe après le choc qui va être trop ample, et le résultat c'est qu'on va passer devant la bille. Ça se produira aussi si on est sur un billard qui glisse beaucoup, et donc l'effet rétro se perd moins que ce qu'on a l'habitude de subir, et résultat, on passe devant. Alors quelle est la solution? Eh bien, je dirais qu'il n'y a pas de solution miracle. Quand j'ai ces coups à jouer, je vous avouerai que je ne suis pas très rassuré. Surtout si j'en ai raté déjà un avant dans la partie. Je vais corriger, mais si ça se trouve, je vais trop corriger. Résultat, je vais passer de l'autre côté. Bref, c'est pas simple. Alors, une des solutions, évidemment, c'est de tester le billard pendant l'échauffement, de voir si on peut corriger en prenant un peu plus de billes ou un peu moins de billes selon les conditions par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Et puis une autre solution, bien entendu, c'est d'essayer d'éviter de se placer ces coups-là. Restons dans le rétro et supposons maintenant qu'on ait un rétro à angle fermé, ce qui donc pose beaucoup moins de problèmes, a priori. Par contre, la distance de la 2 peut poser des problèmes. Si on est très près de la bille numéro 2, eh bien, on va avoir peur de faire faute. Alors dans ce cas-là, on peut prendre moins bas, parce que l'effet rétro n'aura pas le temps de se perdre, puisque la 2 est très proche de la 1. Voilà, donc en prenant moins bas, on facilitera le coup. Alors, autre problème maintenant, c'est le cas où la 2 est relativement loin de la 1, et donc dans ce cas-là, on va être obligé de jouer fort, et si on joue trop fort, eh bien on ne pourra pas rappeler la 2 en mesure. La 2 va revenir trop vite. Alors, quelle est la solution? Eh bien, il y en a une qui consiste à faire sauter la bille en inclinant la queue. De cette façon, pendant que la bille est en l'air, l'effet rétro ne pourra pas se perdre puisque la bille ne touche pas le tapis. Et on va donc arriver sur la bille numéro 2 avec beaucoup plus d'effet rétro que si la bille avait frotté tout le long du trajet. Vous verrez, si vous l'essayez, que cette astuce permet de faire des rétros impressionnants en mesure. Bien, nous avons vu en détail le choc à l'état de roulement sans glissement, mais il est également un état qui est intéressant à étudier, c'est l'état où la bille numéro 1 arrive sur la bille numéro 2 sans rotation longitudinale. Dans ces cas-là, la déviation qu'on pourra obtenir va varier entre 0 et 90 degrés. L'intérêt principal de ce choc sans rotation, c'est que justement la bille n'ayant pas de rotation n'effectuera pas de courbe. Alors comment faire pour que la bille arrive sur la bille numéro 2 sans rotation? Eh bien il va falloir attaquer un peu plus bas que le centre. En effet, le temps du trajet entre la position initiale et l'arrivée sur la 2, la bille va frotter sur le tapis et va donc perdre une partie de son effet rétro. Et là, le but, c'est qu'elle perde tout son effet rétro, mais qu'en même temps, elle ne prenne pas d'effet de rotation directe. Alors, c'est un peu délicat parce que ça dépend d'une part de la hauteur d'attaque, ça dépend de la distance, ça dépend de la vitesse à laquelle on joue, et enfin, ça dépend du glissement du tapis. Alors, comment déterminer cette hauteur d'attaque? Eh bien, si la bille 2 est loin, il faudra attaquer plus bas. Si on joue fort, il faudra au contraire attaquer moins bas. Et si le tapis glisse beaucoup, il faudra attaquer moins bas aussi. Bon, ça peut paraître assez compliqué, mais avec de l'entraînement, on y arrive. Alors pour s'entraîner à ce petit jeu-là, eh bien il faut s'entraîner à faire des carreaux, c'est-à-dire arriver plein sur la bille numéro 2 et que la bille numéro 1 sur le choc s'arrête définitivement.
Une fois qu'on a la maîtrise de ce carreau, eh bien on peut à ce moment-là jouer sur la quantité de billes. Là, je vous donne le tableau qui indique les déviations qu'on va obtenir à partir de ce choc et en fonction de la quantité. En particulier, si on attaque demi-bille, eh bien la bille numéro 1 sera déviée d'un angle de 60 degrés. Si on attaque 3/4 de bille, on aura une déviation de 75 degrés. Et si on attaque quart de bille, on aura environ, on va dire, 45 degrés. Alors pour illustrer tout ça, je vous montre un point qui n'est pas un point facile, mais qui me paraît plus facile à exécuter en prenant demi-bille, puisqu'il s'agit d'un angle de 60 degrés. Ce sera beaucoup plus facile que de faire un rétro, où on va devoir juger de la quantité de billes avec la courbe, etc. Je vous conseille aussi d'utiliser cette technique pour ce genre de points, c'est-à-dire des rappels, par exemple, où la 2 revient en 3 bandes, ou une bande, ou 2 bandes, peu importe, et où la 1 fait, par exemple, une bande. Eh bien, on applique la même technique que pour les points en choc naturel. On va estimer la quantité de billes nécessaire pour entrer la 2, et ensuite, on va choisir une quantité de billes dont on connaît l'angle de sortie, par exemple 3/4 de billes. On regarde la direction que prend la 1 dans ce cas-là, et ensuite on règle l'effet latéral. Je vous garantis que cela donne de bien meilleurs résultats que de jouer ces coups-là en rétro. Bien, nous avons vu un peu les coups en rétro et les problèmes que ça peut poser. Nous avons vu les chocs sans rotation, c'est-à-dire, on va dire, une attaque proche du centre de la bille. Eh bien, il existe aussi des attaques de hauteur intermédiaire entre le centre et le bas, qui sont ce qu'on appelle des rétros amortis. Alors l'intérêt d'un rétro amorti, c'est de donner moins de vitesse à la bille numéro 1, d'éviter la courbe. L'intérêt étant d'une part de faciliter la réussite du coup, mais aussi et surtout de ralentir la bille de façon à ne pas bousculer la bille numéro 3. Alors comment est-ce qu'on joue ces coups amortis? Eh bien, il faut une quantité de billes importante, au moins 3/4 de billes, on va dire, et il faut régler la hauteur pour donner l'angle de sortie que l'on souhaite, donc 90 degrés par exemple, ou bien 135 degrés, c'est revenir à 45 degrés, ou bien carrément revenir directement en arrière. Nous avons vu au cours de ces différentes vidéos que la bille suit une trajectoire courbe dès qu'elle subit un choc. Et en particulier, avec la queue, nous allons pouvoir imprimer une courbe à différentes fins. Alors voyons tout d'abord le cas des massés, qui permettent donc de s'affranchir d'un masque. Nous avons vu également la possibilité de réaliser un point de une bande qui a priori est impossible. Eh bien, on peut se servir également des courbes pour changer la direction initiale de la bille du joueur, de façon à transformer un point en un point naturel. On peut également utiliser la même manœuvre pour réaliser un passage finesse alors que les billes sont trop écartées. Ça, c'est pas très facile par contre. On peut aussi utiliser un massé pour dégager la 2 et de cette façon réaliser une sorte de coulée, mais l'attaque à plat serait trop délicate. Une autre utilisation, c'est de faire un piqué détaché, c'est-à-dire que par exemple lorsqu'on est collé à une bille, on va pouvoir jouer quand même le coup en piqué, en faisant avancer la bille, puis en la faisant revenir. On peut également utiliser la courbe imprimée par la queue aux 3 bandes pour, par exemple, répéter 3 fois la même bande. J'ai vu Blondal faire ce point en match il y a déjà pas mal de temps. Aux 3 bandes, il existe des situations classiques. La courbe qui va se produire après le choc de la 2 permet d'éviter la bille numéro 3. On va le voir sur 2 exemples.
Et également sur un troisième exemple, cette fois où la bille est jouée en rétro, ce qui permet de contourner la bille numéro 3. Alors, nous avons vu un certain nombre de possibilités pour utiliser les courbes que font les billes, mais il faut aussi se méfier de ces courbes. On a vu par exemple pour le rétro à angle ouvert que si on joue un peu trop fort, la courbe est trop ample et on rate le point. Eh bien, ça va être le même problème pour les coulées. Si on doit jouer un coulé assez fort, on va avoir une courbe en sortie de choc sur la 2 qui va être assez ample et on risque aussi de rater le point si on prend la quantité habituelle. Donc quand vous jouez un coulé assez fort, eh bien prenez un peu plus de billes. Si la bille 2 est située près de la bande, eh bien on a vu dans une vidéo précédente que la bille va toucher la bande avec une rotation longitudinale importante et donc il y aura une courbe importante après la bande qui va donc créer des problèmes si on ne se méfie pas. Alors, quelle est la solution pour éviter ça? Eh bien, on peut prendre un peu moins de billes, mettre un petit peu d'effet rétro, et il faut ajuster tout ça pour compenser ce problème. L'idéal étant évidemment d'éviter de jouer des billes collées. Un autre problème peut se poser, si la bille 2 est près de la bande, eh bien, on peut, par exemple, sur cette position, avoir un souci du fait que la courbe en sortie de bande se fait trop tard. Et donc, on est déjà passé à côté de la 3 quand la courbe produit vraiment son effet. Un autre problème lié cette fois-ci au rappel, si la bille 2 est près de la bande. En effet, dans ce cas-là, la bille va arriver sur la bande sans rotation et l'angle de sortie donc sera modifié et surtout la courbe ne se produira pas. Et donc la bille ne prendra peut-être pas la bonne bande. C'est ce qu'on voit ici, un cas classique qu'on voit régulièrement sur les billards. Un problème qui se pose généralement quand on joue aux 3 bandes, puisqu'on est obligé de jouer assez fort compte tenu de la longueur du trajet qu'effectuent les billes, eh bien les courbes ne sont pas forcément achevées lorsque les billes touchent les bandes. Et donc le résultat est assez difficile à prévoir. Si on joue un peu plus fort ou un peu moins fort, le trajet va être suffisamment différent pour qu'on touche la bille numéro 3 ou au contraire qu'on ne la touche pas. Bien, je voudrais également vous montrer cette position, qui est une position qu'on retrouve souvent lorsqu'on joue par exemple à la bande. Là, il s'agit de faire un rappel en jouant un point de une bande, mais comme la bille 2 est très proche de la bande, eh bien la bille 2 va toucher la bande avant que la courbe du rétro ne se fasse. Et résultat, on risque de passer devant. Alors la solution, c'est de prendre un peu plus de billes que ce qu'on a calculé ou qu'on jouerait naturellement. On voit donc au travers de ces quelques exemples que les courbes peuvent poser pas mal de problèmes aux joueurs. Par contre, si on est averti de ces problèmes, eh bien on peut déjà s'en méfier et prendre des mesures pour remédier à ces difficultés. Alors je voudrais faire une petite parenthèse concernant le choc bille-bande. D'abord pour vous montrer qu'effectivement l'effet contraire ne change pas la direction de la bille à partir du moment où on a un angle suffisamment grand pour l'incidence. On le voit bien ici puisque le premier coup est joué sans effet, le second est joué avec maximum d'effet contraire et la bille arrive exactement au même endroit. Alors un autre point par contre que je n'ai pas abordé du tout dans le chapitre concernant le choc sur la bande, c'est le problème des coins. Les joueurs de 3 bandes savent bien que lorsqu'on attaque une bille près d'un coin, eh bien on observe un allongement qui est, disons, nettement supérieur à ce qu'on pourrait attendre. Alors je me suis demandé pourquoi cet allongement bizarre. Pour ça, j'ai placé une caméra dans l'axe de sortie de la bille, d'une part lorsqu'on joue loin du coin et d'autre part lorsqu'on joue près du coin. Eh bien, on voit nettement que lorsqu'on joue loin du coin, eh bien la bille en sortie de la deuxième bande fait une courbe, comme on s'y attendait, mais que, inversement, lorsque la bille est jouée très près du coin, eh bien cette courbe n'existe pas. Le fait qu'il n'y ait pas de courbe en sortie de la deuxième bande, eh bien ça va donner cet allongement qui est, disons, exceptionnel lorsqu'on joue une bille près du coin.
Alors pourquoi est-ce que la bille ne tourne pas comme dans le cas normal? Eh bien c'est parce que la bille à la sortie de la première bande n'a pas le temps de reprendre de la rotation avant de toucher la deuxième bande. Donc lorsqu'elle arrive sur la deuxième bande, elle arrive pratiquement sans rotation, et donc elle ressort aussi sans rotation. Et l'angle donc est nettement différent de ce qu'il serait quand la bille arrive avec une rotation longitudinale. Le 3 bandes est un jeu particulier parce que la plupart du temps on est obligé de jouer fort. Pourquoi? Parce que tout simplement les trajets sont longs. Dans ces conditions, les courbes que vont effectuer les billes sont des courbes assez amples, ce qui va poser un certain nombre de problèmes. En effet, la plupart du temps, les courbes ne seront pas terminées avant d'arriver sur les bandes, et donc on va obtenir des angles d'entrée, des angles d'incidence difficiles à prévoir, et donc des angles de sortie également difficiles à prévoir. Alors on pourrait imaginer de jouer en essayant de choquer la bille 2 sans rotation, ce qui déjà éviterait la courbe après le choc de la 2, mais cela dit, la bille, donc après le choc de la 2, n'aurait pas de rotation, mais commencerait à prendre sa rotation longitudinale. Le problème, c'est qu'elle va arriver sur la bande avec une rotation longitudinale qui correspondra en général pas à son état de roulement sans glissement. Et donc, à nouveau, on va avoir le problème d'évaluer cet angle de sortie, sachant que la bille arrive avec un état de rotation difficile à évaluer. Finalement, il s'avère donc que le jeu de 3 bandes se prête difficilement à ces calculs. À mon avis, c'est un jeu qui doit se fonder essentiellement sur l'expérience et les sensations du joueur, entre autres qualités. Il s'avère que, en plus, les points sont très délicats, c'est-à-dire que la différence entre un point réussi et un point raté en ce qui concerne l'attaque de la bille, ce sont des différences minimes, ça je l'ai constaté sur le simulateur. Il suffit de changer vraiment très peu de choses pour passer à côté de la bille. Ce qui explique que finalement, même les meilleurs joueurs du monde ont du mal à dépasser 2 de moyenne. Voilà, nous avons présenté un certain nombre de situations réelles qui permettent d'illustrer un peu tout ce qu'on avait vu précédemment. Il me semble que la physique du billard, si elle est bien comprise, peut aider pas mal le joueur déjà dans sa compréhension du jeu, mais aussi dans son exécution et son niveau de jeu. Je n'ai pas pu dans cette vidéo aborder tous les détails de cette question, mais j'espère cependant que vous y aurez trouvé quelque intérêt, des petites choses, ou un peu plus, un peu moins chacun, et en tout cas que vous avez pris plaisir à les regarder. Bien entendu, si vous avez des questions, eh bien posez-les en commentaire, ou éventuellement envoyez-moi un petit mot par mail. Pour conclure cette série de vidéos, eh bien, je vous propose une dernière vidéo consacrée au billard artistique avec notre ami Anthony qui nous a fait le plaisir d'une démonstration et surtout d'une explication de chacun de ces points. Vous y verrez des trajectoires incroyables, des effets démultipliés, comme savent les produire les joueurs de billard artistique. Rendez-vous donc pour la dernière vidéo de cette série et place au spectacle.